Bonjour, bonjour, bonjour mes chères entrepreneuses intuitives et résilientes. Aujourd'hui, nouveau café entrepreneuse du mardi à 10 heures. Bienvenue si tu es nouvelle sur le groupe. N'hésite pas à cliquer sur afficher toutes les notifications pour recevoir les news des lives qu'il y a tous les mardis à 10 heures avec moi-même, votre hôtesse ou une invitée comme aujourd'hui avec Virginie. Et pour celles qui ne me connaissent pas encore très bien, je suis Chizo Sakamoto, coach holistique et business mentor pour les entrepreneuses. J'aide les entrepreneuses surtout qui sont intuitives et multipotentielles à développer une activité qui soit alignée, enthousiasmante et prospère à distance en rayonnant leur puissance féminine et intuitive. Mais aujourd'hui, on est avec une invitée très spéciale, Virginie Lemaire, qui va nous dire déjà ce qu'elle fait. Elle est slow coach. Qu'est-ce qu'une slow coach, Virginie ? Donc, une slow coach, c'est quelqu'un qui invite à ralentir. Donc, je m'adresse spécifiquement aux personnes qui sont en période d'épuisement ou en burn-out. Parce que j'ai moi-même fait un burn-out et je me suis rendu compte que c'était nécessaire de ralentir le rythme, mais je me suis aussi rendu compte que je ne savais pas comment faire et que je ne me l'autorisais pas non plus. Donc, quand j'ai fait mon burn-out, pendant 1 an et demi, j'ai arrêté de travailler en étant salariée. Mais j'ai continué à faire plein de choses. Et donc, j'ai fait une rechute. Et c'est suite à cette rechute qu'est né ce concept de slow coaching, parce que je me suis dit que j'étais sûrement pas la seule dans le cas, à avoir des difficultés à ralentir, à pas savoir comment faire, à pas se l'autoriser. Et donc, c'est à ce moment-là que c'est né. Et je me suis dit, apprenons et partageons ce que j'ai appris, parce que quand même, pendant 1 an et demi, j'ai appris plein de choses qui aident à ralentir et à vivre mieux les périodes de stress. Et donc, j'ai envie de partager ça. Et c'est pour ça que j'ai créé le slow coaching. C'est un peu une invention de ma part. En tout cas, j'en connais pas beaucoup. C'est ça. Apprendre à ralentir et surtout, même pour nous qui sommes entrepreneuses et thérapeutes, il y a de plus en plus des burn-out de thérapeutes. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut pour vous. Donc, aujourd'hui, justement, Virginie va nous donner 7 clés, 7 erreurs à pas commettre quand on veut s'organiser ou se réorganiser. Et elle vous donnera aussi des astuces pour vous aider à passer à l'action lorsque on a fini de prendre soin de soi et qu'on a reçu des informations ou une formation pour dépasser le côté procrastination qui peut être justement une source peut-être de crispation interne. Alors vas-y Virginie, dis-nous tout, comment est-ce qu'on peut s'organiser au mieux tout en étant peut-être productive, comment est-ce qu'on fait on passe le cap, parce qu'en tant qu'entrepreneuse, on doit tout gérer. On doit tout gérer et moi, je me suis vraiment rendu compte que j'ai toujours travaillé comme salariée, donc j'ai toujours eu quelqu'un pour me dire quoi faire et quand le faire, en gros, hein, et pour me mettre des deadlines et pour organiser le travail de manière générale. Et puis là, du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans personne pour me dire tout ça et j'ai dû prendre ça en charge moi-même. Et je me suis rendu compte que c'était pas si facile que ça parce qu'on fait plein d'erreurs. La première erreur, c'est de penser que parce qu'on a tout son temps, qu'on est maître de son temps, on a tout son temps. Donc, on ne va pas se mettre des deadlines, on ne va pas se faire un planning, on va un peu, entre guillemets, se laisser vivre et prendre les choses comme elles viennent. Sauf que souvent, on travaille de la maison, on est des femmes et que, petite dérive, l'entourage pense que puisqu'on est à la maison, on a le temps de faire plein de choses. De répondre, de conduire les enfants, de faire le ménage, de faire 36 choses. Et ça peut être vite sujet de frustration parce qu'on va se sentir pris en étau entre son activité qu'on a envie de développer et toutes ces choses qu'il est vrai qu'il faut faire. Mais si on n'accorde pas nous-mêmes de la valeur à notre temps, personne d'autre ne le fera pour nous. Donc, c'est vraiment important. Et une des choses qui, moi, m'a beaucoup aidée, c'est de faire comme un squelette de planning avec les choses, réserver des places aux choses qu'il faut faire. Je reviendrai plus tard parce qu'il y a dans les différentes pièges, il y a plusieurs choses à prévoir dans ce planning pour ne pas se laisser avoir. C'est ça. Ça, c'est très, très pratique, mais j'y reviendrai un peu plus loin. La deuxième chose, c'est qu'on a aussi tendance à surcharger son emploi du temps. On ne laisse pas de place aux imprévus. On se met un maximum de choses sur la journée et à un moment donné, on ne sait plus où donner de la tête parce qu'on a trop de choses à faire.
et on finit par ne, je ne vais pas dire rien faire, mais avoir l'impression d'avoir rien fait parce qu'on est passé d'une chose à l'autre sans rien terminer et sans mener au bout. Et donc, à la fin de la journée, on est frustré. Et on a perdu son temps. On a l'impression, en tout cas, d'avoir perdu son temps, même si on a fait un certain nombre de choses. Mais comme rien n'est finalisé, ben on est frustré de sa journée et on se dit, on n'a rien fait. Alors que ce n'est pas forcément vrai. La troisième erreur qu'on a tendance à faire, c'est de s'attacher directement aux tâches qui vont nous prendre le plus de temps. Or, pendant qu'on fait cette tâche conséquente, dans notre tête, il y a toujours toutes ces petites tâches qu'il faudrait faire sur la journée. Un petit coup de téléphone, terminer une chose qui va peut-être nous prendre 5 minutes, lancer une machine si on est à la maison parce qu'on va quand même les faire, nos tâches ménagères. Donc, on a plein de choses qui sont là dans notre tête et qui nous empêchent d'être 100% concentrés sur la tâche qu'on a entreprise. Donc, pour pallier à ça, l'idéal, c'est vraiment ça peut être en début de semaine, ça peut être chaque matin ou chaque soir pour ceux qui préparent leur journée le soir pour le lendemain. C'est de lister tout ce qu'il y a à faire, même les tâches les plus basiques, et de se donner une demi-heure, 1 heure pour liquider un maximum de petites tâches qui prennent 2, 3, 5 minutes. Comme ça, tout ça, c'est hors de la tête, c'est hors de la to-do. Hein, si c'est un coup de fil à donner, ben on commence par ça. On n'attend pas la fin de la journée puis pour se rendre compte que l'endroit où on devait sonner, peut-être il est fermé. Hein, parce qu'on a attendu trop longtemps. Et donc, ça fait déjà un certain nombre de choses qui sont hors de la tête et donc on n'est plus disponible pour s'attaquer alors à une grosse tâche, un gros projet qu'on peut entamer après ça, avec la tête plus légère. Et donc, mais comment ça se passe quand justement on a un gros projet et puis si on démarre pas, toutes les petites choses qui prennent pas de temps vont prendre le temps de ça. Oui, mais ça te prendra moins de temps et tu te donnes vraiment un temps donné. Tu vas peut-être dire, allez, pendant une demi-heure, j'en fais un maximum de ces petites tâches. C'est des tâches qui durent 1 à 2 minutes, maximum 5. Et parce qu'on a toujours ces tâches-là dans la tête. Quand on fait un truc, on se dit, ah oui, il ne faut pas que j'oublie de faire ça, ou il ne faut pas que j'oublie de faire ça, et ça nous revient tout le temps. Une fois qu'elles sont faites, tu ne perds plus ce temps-là, pendant que tu travailles sur ton gros projet, à te dire, il ne faut pas que j'oublie ça tout à l'heure, ou il ne faut pas que j'oublie de faire ça un peu plus tard dans la journée. C'est fait, c'est oublié. Donc, tu vas gagner du temps finalement. Parce que tu auras l'esprit plus disponible, tu seras plus concentré, tu ne seras pas dérangé par toutes ces pensées parasites. Ce qui ne t'empêche pas de commencer ta grosse tâche. Bonne astuce. Bonjour Charlotte et bonjour Aude, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Excuse-moi, je dis bonjour aux personnes connectées. Bonjour à tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez des questions spécifiques niveau organisation, niveau lâcher prise, des ressentis que vous voulez partager avec Virginie, n'hésitez pas à les écrire afin qu'elle puisse rebondir dessus, vous répondre. Peut-être qu'elle a des petites astuces dans sa boîte à outils pour vous permettre de vous alléger. Donc, c'est le moment. Ce rendez-vous, il est aussi là pour vous qui êtes en direct. Merci. À toi, Virginie. Voilà. Donc, l'autre erreur, la 4e erreur qu'on a tendance à faire, c'est croire que parce qu'on est multitâche, ça va être la solution à notre problème de plein de choses à faire. Oui. Il y a des études. Oui, on fait plein de choses en même temps, donc on va plus vite. C'est faux. Il y a des études qui ont prouvé qu'on perdait 40% de productivité en faisant ça. Donc, 40%. Ça revient. Ouais, c'est énorme, hein. On se rend pas compte, hein, parce que notre esprit est coupé en plusieurs et on passe d'une chose à l'autre. Et quand tu passes d'une chose à l'autre, tu dois chaque fois réajuster à ce que tu commences à faire. Et donc, ça prend du temps de réajuster. J'invente, si tu fais 10 minutes de la comptabilité et puis qu'après tu veux passer à un truc créatif, ton esprit, il doit réajuster la manière dont il fonctionne parce que tu fonctionnes pas de la même manière en faisant un truc comptable qui doit être très carré qu'en faisant de la créativité où tu peux partir dans tous les sens. Donc, tu perds du temps à réajuster à chaque fois. Que si tu t'arrêtes tu te mets un laps de temps. Je travaille pendant 1 heure, 1h30, vraiment travailler par plage comme ça, pendant 1 heure, 1h30 sur un projet. J'en fais un maximum. Si je dois faire un autre projet sur la journée parce que je dois avancer sur les deux, je fais une petite pause et après, je pars pendant 1 heure, 1 heure et demie sur mon autre projet, mais à fond. Et donc,
tu vas avancer 40% plus vite que si tu ne faisais pas ça. Et donc, ça fait vraiment des études qui ont été faites. Alors qu'on a la croyance que si on fait plusieurs choses en même temps, on est plus productif. Ce qui n'est pas vrai du tout. Et donc, c'est vraiment mieux. Tout est un peu lié, hein, en fait. C'est vraiment une question d'organisation et de priorisation des choses qu'on a à faire. La 5e erreur, c'est croire que si tout n'est pas fait, rien n'est fait. J'aime bien prendre l'exemple des tâches ménagères pour ça, parce que je trouve que c'est vraiment parlant. Et qu'après, au niveau du travail, comme chacun fait des choses différentes, c'est plus compliqué. Mais par exemple, de se dire, il faut que je fasse mon linge, j'ai 5 machines à faire. Si je ne les fais pas toutes les 5, je n'ai rien fait. Il faut que ce soit fini, qu'il n'y ait plus rien dans la manne. Or, on peut rapidement lancer une machine et après son heure et demie de travail, la machine est finie et on la pend. Pendant qu'on pend son linge, on a plutôt l'esprit qui vagabonde. Et puis après, on est reparti pour une autre tâche ou la même tâche, mais on est déjà on a l'esprit un petit peu aéré. C'est vrai pour plein de choses. On se dit, j'ai mon ménage à faire, il faut que je fasse toute ma maison. Non, on peut faire une pièce après l'autre. On peut dire un jour, je fais une pièce, l'autre jour, il n'y a pas de raison. Ou on peut, comme je l'expliquais au début, se dire, là, c'est un peu le bazar dans ma maison. Allez, top chrono, une demi-heure. Je range un maximum de choses pendant une demi-heure. Ce qui est rangé, c'est fait. Mais on va s'attarder à ce qui n'est pas fait. Et donc, ça, c'est encore une source de frustration. Et finalement, on ne fait rien. On va peut-être tourner en rond pendant 10 minutes en disant, faudrait que je range, faudrait que je fasse ça. Et pas le faire parce qu'on s'imagine qu'on n'a pas le temps de tout faire. Or, on a peut-être juste 10 minutes pour faire une chose. Et cette chose-là, elle sera faite, elle sera pliée. Voilà, par exemple, moi, je déteste la vaisselle. Je fais, ça va vite de laver la vaisselle, puis je laisse sécher. C'est pas grave si elle n'est pas essuyée, au moins elle est lavée. C'est ça. Voilà. Je trouve que c'est assez efficace de penser comme ça et de s'arrêter aux choses qui sont vraiment faites. C'est pas grave si tout n'est pas fait. Ce qui est fait déjà est fait. La 7e erreur, c'est croire que ce qui n'est pas fait par nous va être mal fait. Et donc, on n'accepte pas l'aide, on ne délègue pas et on se laisse déborder par tout ce qu'il y a à faire. Hein. Je veux dire, c'est pas grave si c'est votre fille de 15 ou 16 ans qui dépend le linge et qui le plie, qui ne l'a pas plié comme vous. Est-ce que c'est vraiment grave? Non. Ou si c'est votre mari qui ce soir fait le repas parce que vous avez autre chose de prévu pour votre activité, ce sera peut-être pas aussi équilibré. Mais c'est pas grave, c'est pas tous les jours. De pouvoir. On a quelqu'un qui dit, ça explique aussi pourquoi je n'ai pas rangé le grenier. C'est peut-être parce que c'est une énorme tâche, il y a beaucoup de trucs à ranger, alors que peut-être en s'occupant d'un petit morceau par-ci par-là, un petit morceau par-ci par-là. Après l'autre. Voilà, ça peut aider. T'avancerais. Yes. Ouais. Donc c'est intéressant parce que ça doit le faire. Et c'est intéressant parce que du coup, ça fait aussi écho à tout ce qui concerne la procrastination finalement. C'est que bien souvent dans la procrastination, on s'auto-flagelle parce qu'on décale à plus tard. Mais ce qui est intéressant, c'est de revenir à pourquoi est-ce qu'on procrastine. Qu'est-ce qu'on imagine de la tâche en elle-même? Et comme tu dis, j'ai l'impression que on s'en fait littéralement des montagnes et on se flagelle de s'en faire des montagnes parce que c'est pas censé être non plus énormissime, etc. Mais malgré tout, ça a l'air d'être beaucoup. Donc, c'est vraiment intéressant ton astuce parce que ça vous permet de vous dire, OK, une montagne, ça se gravit un échelon à la fois, une étape par étape, quoi, en fait. Hein, et que gravir la première étape, c'est déjà gravir la montagne, en fait. Donc, super intéressant de se dire ça, en fait. J'avance sur le projet de ranger le grenier, là, en l'occurrence, ou pour votre activité, vous le transposez. Tout à fait, c'est ça. J'ai entendu la semaine dernière
je ne sais plus qui avait une manière différente d'expliquer la loi de Pareto, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le 20-80. 20% d'efforts pour 80% de résultats, et qui expliquait, c'est 20% d'efforts pour 80% de résultats. Ça veut dire que parfois, pour finaliser une tâche dans les moindres détails, peut-être parfois inutilement, vous allez encore prendre 80% de votre temps pour finir les 20% de la tâche restante. Et donc, parfois, c'est plus intéressant de se mettre une période pour faire un truc à fond et puis de la laisser de côté. C'est pas grave si c'est pas 100% né. On peut y revenir à un autre moment quand on a l'esprit plus disponible pour cette tâche-là. Hein. Parce qu'on a tous des choses qu'on doit faire et qu'on n'aime pas faire. Donc, pourquoi s'acharner si à un moment donné, on a sa dose, hein. C'est ça. Voilà. Mais au final, c'est vrai qu'il y a aussi cette gratification de débroussailler la grosse tâche. Vous savez quand vous imaginez, on reprend l'histoire du grenier, mais on voit cet espace qui est englouti par plein de trucs dans tous les sens, qui est désorganisé. Et rien que de passer ces quelques minutes à juste réorganiser les choses ou même à les sortir des étagères et à les remettre devant nous, rien que de ça, de trier, au final, ça fait tout de suite plus d'envergure. Et je vois très souvent dans l'activité professionnelle, c'est pareil. Lorsque vous venez me voir en tant qu'entrepreneuse, la première chose, c'est qu'on remet votre activité à plat. On remet les choses à plat, on refait le tri pour faire un état des lieux. Et rien que de faire le tri, rien que de revenir à l'essentiel, en fait, ça vous donne déjà beaucoup plus d'envergure. C'est cette énergie-là, en fait, que vous voulez attirer. C'est l'énergie déjà du tri, de la première étape qui est déjà, énormissime, énormissime. Énormissime. Et même parfois de ranger son environnement. Moi, j'ai une ancienne collègue qui me racontait qu'un jour, elle en avait marre, elle n'arrivait plus à se concentrer sur rien au travail. Et elle s'est dit, je range. Et donc, tout le monde s'est dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que tu fais? Elle dit, j'ai besoin de faire du vide, j'ai besoin de faire de l'ordre pour redémarrer. Et donc, elle a pris, je sais pas, moi, 1 heure pour trier ses tiroirs, ranger son bureau, jeter des choses qui traînaient là depuis 10 ans et dont ça ne se servait plus. Et puis, quand ça a été fait, elle avait un nouvel élan pour redémarrer. Donc, ça peut être juste son espace de travail. On se dit, à un moment donné, on soit oppressé dans son espace de travail parce qu'on empile des choses, on étale les dossiers, je ne sais pas, moi. Hein. Et moi, c'est quelque chose que je fais chaque semaine, fin de semaine, je range tout, je remets tout au net pour avoir un bon démarrage la semaine suivante, par exemple. Voilà, de prendre une chose et de faire le mieux qu'on peut avec une chose et puis passer à la suivante après. Un maximum de choses. Et puis, il y a aussi des tâches pour lesquelles on n'est pas forcément doué. Je parlais de la comptabilité tantôt. Si on n'est pas doué en comptabilité, il vaut peut-être mieux prendre un comptable qu'on va peut-être payer un peu, mais qui va nous libérer du temps parce que lui, ça va lui prendre une demi-heure, ce que nous, ça nous prendra 2 heures, par exemple. Ou si on veut créer un site Internet. Ou moi, j'ai une collègue qui, à une époque, voulait faire des publications régulières sur Facebook. Je ne sais plus à quel rythme. À un moment donné, elle s'est dit, moi, de le gérer moi, elle a fait appel à quelqu'un, elle donnait les thèmes, les quelques idées qu'elle voulait mettre, et cette personne lui créait son texte, quoi. Parce que c'était plus rapide et c'était gagnant-gagnant finalement. Voilà. Donc ça, c'est important de se poser la bonne question. C'est un des outils dont je vais vous parler après. Est-ce que c'est urgent, est-ce que c'est pas urgent, est-ce que c'est moi qui dois le faire ou est-ce que quelqu'un d'autre peut le faire pour déjà se dégager des choses. Je sais que beaucoup de personnes vont dire, oui, mais il faut investir pour ça. Mais oui, parce que dites-vous que tout ce que vous investissez en argent en quelqu'un, c'est un retour que vous allez avoir décuplé. Parce que vous allez gâcher énormément de temps et d'énergie, vous allez vous fatiguer et l'énergie même par exemple, là, c'est un très bon exemple, les posts Facebook, les emails, toutes les choses qui sont censées justement refléter votre énergie et la puissance de votre travail. Si vous-même, quand vous le rédigez, vous n'aimez pas ce que vous rédigez et ça vous fait suer, ça va se sentir dans vos écrits. Et c'est ultra méga dommage parce que du coup, c'est censé vous apporter de la visibilité et des clients qui vont connecter avec vous et au final, ça vous saoule. Donc, le match, en fait, l'énergie qui va être mise en relation avec vos futurs clients, elle n'est pas alignée.
Donc, finalement, vous perdez de l'argent. Je répète, en refusant d'investir là-dedans, vous perdez de l'argent. En refusant d'investir là-dedans, vous perdez de l'argent. Je sais que c'est une gymnastique pas évidente, parce que alors moi, j'ai eu de la résistance avec ça, alors hyper contrôlante. On ne veut pas déléguer, mais je pense qu'on a tous de la résistance à investir. Long terme, c'est la réalité. Ouais. C'est ça. Investir sur du long terme. On a l'habitude de payer et de recevoir quelque chose en retour. Mais là, c'est vraiment de l'investissement sur le long terme. Et je pense que moi aussi, j'ai eu ce chemin à faire de dire, pour gagner de l'argent, il faut en investir. Et au début, ça n'a pas été facile. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, il vaut mieux se concentrer sur les choses sur lesquelles on est bon, on est aligné et qu'on aime faire. Que de perdre son temps à des choses où on est en plus, souvent, quand on n'aime pas, on est mauvais. Donc, ça sert à rien de le faire soi-même, finalement. Tout à fait, tout à fait. Ah, on a une source de culpabilité. Je sais pas, finis tes points et puis on y reviendra après, d'accord? Ouais. On a quelqu'un qui a commenté qu'il y avait une source de culpabilité. On est déjà au dernier point. Hein. Le 7e point, c'est quoi? Prendre une pause, c'est perdre son temps. Ah oui. Parce qu'on se dit, pendant qu'on fait une pause, on ne fait rien. Mais si on se ressource. Et des pauses, c'est pas. Quand je dis une pause, ça peut être 5 minutes. Hein. Ça peut être 10 minutes. C'est pas forcément s'arrêter une demi-heure. Il y a un exemple que j'aime toujours bien donner. Moi, j'avais un collègue qui n'était pas fumeur, mais qui, comme les fumeurs prenait sa pause. Il prenait sa pause pomme. Alors, ça nous faisait bien rire parce qu'il sortait. On avait la chance de pouvoir être à l'extérieur sans être le nez sur la rue ou sur la route. Et il sortait avec sa pomme, 5 minutes, 10 minutes, le temps de la manger. Et puis il rentrait. Et je ne lui ai jamais posé la question parce que je me suis rendu compte de ça maintenant, bien après, qu'en fait, il avait tout compris. Il cassait le rythme, il s'aérait la tête, il se posait 10 minutes et puis il retournait travailler. Et je suis sûre qu'il était beaucoup plus productif quand il reprenait le travail, beaucoup plus concentré. Et là, c'est vraiment à chacun. Quelqu'un va peut-être avoir envie de danser 5 minutes ou de boire un thé, pas devant son ordinateur, mais en regardant par la fenêtre ou en se posant 5 minutes dehors quand c'est possible. C'est pas des choses, parce qu'on a toujours tendance à se dire, oh, mais je vais m'arrêter et puis je vais pas redémarrer. C'est pas se poser devant la télé et s'arrêter. Ou lire quelque chose d'agréable, un roman ou quelque chose ou un magazine, quelque chose de léger, pour casser le rythme dans lequel on est, se ressourcer et repartir d'un meilleur pied. C'est prouvé hein, que les pauses, ça a des bénéfices pour la concentration, la productivité, la créativité aussi. Hein, on a tous ces moments où à un moment donné, on se dit, il n'y a plus rien qui fonctionne, je n'arrive plus à me concentrer et on s'acharne, parce qu'on se dit, ça va revenir. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Quand ça arrive, il faut dire stop, il faut se retirer de ce qu'on fait et prendre sa petite pause, quelle qu'elle soit, hein, pause pomme ou une pause thé ou une pause danse ou une pause chant ou ce qu'on veut en fait, ou une petite méditation, quelques exercices de respiration. Il y a une multitude de possibilités à faire. Et là, ça peut être l'occasion, si vous êtes coincé chez vous, à sortir de la pièce, là où vous travaillez, d'aller marcher un petit peu, même dans l'appartement ou dans la maison, et de vous poser à un autre endroit aussi pour vraiment sortir du bureau. Alors, il y a des personnes qui ont installé leur bureau dans leur salon, donc je sais que c'est pas évident, mais une astuce pourrait être justement de revenir dans votre chambre, d'ouvrir la fenêtre 5 minutes et de vous poser et de regarder par la fenêtre. Même s'il y a un vis-à-vis, peu importe, vous avez changé d'environnement et vous respirez un petit peu d'air. Alors, pour ceux qui sont en ville, je sais que c'est pas évident, mais ce que je faisais, c'était tout le temps ça, même au moment du confinement l'année dernière. Je me posais à ma fenêtre, je l'ouvrais, je me prenais un thé, je me mettais une petite écharpe, voilà. Je sais plus s'il faisait chaud ou froid, mais je me souviens qu'à un moment donné, je me remettais quelque chose et je me posais comme ça, histoire de faire une pause. Donc même en ville, voilà, je me projetais dans le ciel ou voilà, et je me connectais aux lignes énergétiques de la mer, aux lignes énergétiques de la montagne pour me dire voilà, hop, je me reconnecte à autre chose que le béton, le machin. Et ça vous aide aussi à dépasser le sentiment d'être enfermé. Il n'y a personne à part vous qui puisse décider si vous êtes enfermé ou pas. On est extrêmement libre. Donc ça va vous permettre en plus de vous
reconcentrer là-dessus chaque jour, 5 minutes, de reprendre conscience avec beaucoup de gratitude et de reconnaissance que vous êtes libre. Vous êtes chez vous, vous êtes indépendante, vous êtes entrepreneuse. Vous avez cette capacité de dire quand vous arrêtez, quand vous redémarrez, vous êtes toute puissante. 5 minutes pour réaliser ça par jour. Est-ce que vous pensez que votre quotidien va changer en vous remettant dans cette puissance pendant 5 minutes? Je laisse ça en suspens. Yes. Véronique dit, je pars promener le chien pendant 40 minutes. Ouais. Là, il se pose, dépaysante garantie, même sous la pluie. C'est vrai qu'avec le chien, il faut sortir. Mais voilà, exactement. Mets ta profil et tout. Excellent. Alors, justement, on a... Donc, voilà les 7 erreurs vraiment qu'on fait et qu'on peut, entre guillemets, assez facilement, finalement, contourner. Par rapport à l'organisation du travail, je vais dire. Comme je disais tout à l'heure, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire un squelette. Je l'ai pris là, je vais le mettre à la caméra parce que c'est juste pour donner une idée. Je ne sais pas si on le voit bien. Donc, c'est mon squelette. Il y a dedans les choses qu'il faut faire, les repas. Donc en vert, c'est les choses qu'il faut faire à la maison, c'est les repas, la préparation des repas. Et comme vous voyez, j'ai regroupé. Par exemple, le soir, j'ai 2 heures pendant lesquelles ça ne me prend pas 2 heures de faire le repas et de le manger. Mais j'en profite pour faire tourner une machine, pour ranger tous les petits bazars que j'ai laissé traîner ou qu'on a laissé traîner sur la journée. Je remets un peu à zéro l'espace de vie, en fait. Mais je condense ça à ce moment-là. Mon compagnon, il a bien compris que le reste de la journée, je travaille. Donc, je ne vais pas commencer à faire la vaisselle. C'est dans l'évier jusqu'au soir et c'est pas grave. Il y a dedans les moments de pause. Moi, je prévois un moment. Alors, on dit une pause, c'est un moment pour soi. Par exemple, quelque chose que moi, j'ai mis en place il n'y a pas très longtemps et qui, je trouvais très bénéfique, c'est mes petits rituels du matin. Donc, c'est déjà un moment que je ne consacre qu'à moi. La maison est encore calme. Tout le monde dort encore. Et c'est mon petit moment à moi. Et je ne peux que constater que ça me donne une meilleure énergie, un meilleur élan pour ma journée. Et ça, c'est un peu à chacun de voir. Il y en a qui peuvent mettre des rituels. C'est l'importance du rituel, quel qu'il soit. Pour ça qu'on dit, les pauses, il faut les prévoir. Parce que on va pas, à un moment donné, ça viendra, mais dans un premier temps, on va pas penser à faire ces pauses, on va rester dans nos vieux schémas. Tandis que si c'est prévu dans l'agenda comme un rendez-vous que vous avez avec vous-même, il est, voilà, je travaille de 8 à 10, par exemple, à 10 heures, je prends une pause, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, à vous de définir, où je fais autre chose, et puis j'y reviens après. Mais vraiment, moi, je vous invite à les noter dans votre agenda et à vraiment fonctionner par plage horaire. Comme je le disais tout à l'heure, je veux faire sur tel projet, je me prévois 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures où je travaille à fond sur ce projet et après je m'arrête un peu. Vraiment. Parce que sinon, vous allez revenir dans les mêmes travers, vous allez assister, même si les idées ne viennent plus, on va rester devant son ordi en disant mais il faut que ça vienne et on ne sera pas productif pendant cette période-là. Alors autant faire autre chose et comme tu dis, prendre un petit peu l'air à sa fenêtre ou faire n'importe quoi d'autre, c'est vraiment important. Et alors de se mettre des deadlines pour ses propres projets, parce que souvent on ne le fait pas. Et on ne se dit pas, j'aimerais que ce projet-là il soit bouclé pour tel moment. Alors j'ai envie de dire, il ne faut pas non plus que ça vous bloque, parce qu'il y a des imprévus dans la vie, ou il y a des changements d'avis aussi. Parfois on se dit, moi je suis quelqu'un qui 10 projets à la seconde, ça travaille tout le temps. Et à un moment donné, c'était très drôle, quelqu'un m'a dit, mais si tu faisais un carnet par projet, comme ça, le jour où tu vas travailler dessus, tu auras tout. Donc, j'ai fait un carnet par projet. J'ai une pile comme ça. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais tu as trop de choses, quoi. Tu as trop de choses. Il faut que tu choisisses sur quoi tu t'investis maintenant, aujourd'hui, pour les 3 ou 6 prochains mois. Tu ne vas pas savoir mener tes 10 projets de front, c'est pas possible. Tu n'y arriveras pas. Mais donc on réalise avec on est encore dans le tri. Ouais. On voit en physique on a tout dans l'esprit là. Ouais, c'est ça. Et donc maintenant, j'ai un carnet où je note tout ce qui vient et puis je retranscris en fonction des projets.
Et le jour où j'en aurai besoin, tiens, je veux faire tel projet. Voilà, j'ai déjà toutes les idées qui me sont venues dans la tête depuis peut-être 6 mois. Elles sont déjà là. Elles sont pas perdues, mais je m'en occupe pas maintenant. Donc, de vraiment choisir. Et alors, pour faire des choix et traiter les urgences, il y a un outil qui est très intéressant. C'est la matrice d'Eisenhower. Je ne sais pas si vous connaissez déjà. Si toi, tu connais déjà, peut-être. Ah ouais, oui, j'adore. Donc, il y a un axe qui est important et un axe pour ce qui est urgent, ce qui vous fait 4 cases. Alors, par exemple, l'important et urgent, c'est ce qu'il faut faire rapidement et qu'il n'y a que nous qui pouvons faire. Donc ça, c'est à mettre en priorité dans sa to-do list et dans les tâches qu'on va faire pour la semaine. Par exemple, ça une fois par semaine. Attends, excuse-moi, ça a coupé. Alors, si vous voulez utiliser ça, vous prenez une feuille de papier, vous la découpez en 4 et voilà. Sur un axe, il y a pas important, important et sur l'autre, il y a pas urgent, urgent. Urgent, c'est ça. Donc, ça fera 4 cases. Une où c'est important, et urgent. De toute façon, ça serait une nette matrice d'Eisenhower. Oui, voilà, c'est plein d'explications. Franchement, il y en a tout plein. Et donc, une case qui sera importante et urgente, c'est toutes les choses qu'il faut faire rapidement, pour laquelle la deadline est assez proche et que il n'y a que vous qui pouvez faire. Et au contraire, quand c'est ni important ni urgent, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas pressé de faire, que vous n'êtes pas obligé de faire tout de suite, voire même que vous pouvez déléguer à quelqu'un. J'ai vu tantôt quelqu'un qui parlait de son mari qui faisait les courses, qui fait du hors-piste en faisant les courses. Voilà, pas grave, on lâche prise, c'est Marie qui fait les courses. Faut les faire. Qu'elles soient faites lundi, mardi, mercredi, ça n'a pas d'importance. Et ça peut être le mari qui fait les courses. Exactement. C'est pas forcément nous. Voilà. Et donc ça aide vraiment à réfléchir à ses priorités, en fait. Yes. Voilà. Et alors, justement, quand on a envie de faire nous-mêmes les choses, là, on a quelqu'un qui dit souvent, c'est la culpabilité qui impose problème chez moi. Mon mari est maniaque et fait beaucoup à la maison. Au lieu d'en profiter, je culpabilise de ne pas faire ma part des choses. Est-ce que tu peux donner un conseil là-dessus? Moi, je pense que déjà, la première chose, c'est d'en parler. Moi, je vais vous donner un exemple. Moi, maintenant, parce que j'en ai parlé avec lui, mais mon activité, elle démarre. Je rapporte pas grand-chose à la maison au niveau financier. J'en dépense, on en parlait tout à l'heure, mais je ramène pas grand-chose. Et à un moment donné, ça me culpabilisait parce que je me dis, je fais pas ma part au niveau financier. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai discuté avec lui. Et ça permet aussi de voir parfois les choses d'une manière différente. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est, écoute, pour le moment, parce qu'il est indépendant aussi, et avec le Covid, etc., il y a des personnes chez lui qui ne peuvent plus travailler, donc il doit être plus présent. Avant, c'était lui qui gérait beaucoup de choses, amener les enfants aux activités, un tas de choses comme ça, qu'il ne sait plus faire. Donc il me dit, moi, je préfère que tu rapportes moins, que tu puisses faire ce qui te plaît, et qu'en plus, tu puisses prendre en charge les choses, les activités des enfants que moi, je ne sais plus prendre en charge. Et donc, on est sur la même, on est d'accord. C'est pas grave si tu rapportes moins parce qu'à côté de ça, tu fais un tas de choses que je faisais avant que je ne sais plus faire. Donc, quelque part, il y a une sorte d'équilibre. Et donc, je pense que c'est la même chose par rapport à le mari, votre mari, il est maniaque. Peut-être que lui, ça lui plaît de faire son ménage. C'est ça. À voir avec lui. Et vous n'avez pas ce besoin, ce même besoin que tout soit nickel. Et lui, il a ce besoin, donc probablement que de le faire, ça ne le gêne peut-être pas tant que ça. À trouver le terrain d'entente, en fait. Et là où on peut se rencontrer pour que la culpabilité diminue, parce que chacun y trouve son compte. Ou ça va peut-être être, il va peut-être dire, ça me pose pas de problème, mais je voudrais que tu fasses attention à ça parce que tu as cette petite habitude qui me dérange. Vous pouvez peut-être faire attention à cette petite habitude qui lui le dérange. Je sais pas, on prend l'exemple du dentifrice qui reste ouvert sur, je dis pas que c'est votre cas, mais le dentifrice qui reste ouvert sur le bord de l'évier. Est-ce que tu peux faire l'effort de ranger tes affaires, tes produits de beauté quand tu as fini, et on prévoit quelque chose à cet effet. Et voilà, comme ça, moi, quand je dois nettoyer, c'est plus facile. Donc, il y a toujours moyen de trouver des terrains d'entente, mais il faut en discuter. Il ne faut pas rester seul avec sa culpabilité parce que, je veux dire, le conjoint, il ne voit pas forcément les choses de la même manière. Il va peut-être ouvrir des perspectives auxquelles on n'a pas pensé.
Exactement, communication. De toute façon, dans tout ce qui est relationnel, pensez communication et dites-vous, quoi qu'il arrive, la personne qui est avec vous dans l'échange de communication ne pense pas comme vous. La personne qui est avec vous ne pense pas comme vous. Elle a sa propre logique, donc ne projetez pas sur elle vos peurs ou vos craintes. Parlez-en. Voilà, communication non violente aussi. Je me suis fait sentir que je n'étais pas à ma place là-dedans ou que j'étais peut-être à côté de la plaque. Qu'est-ce qu'on peut faire pour équilibrer ça? Et reconnaissez aussi en vous-même ce que vous faites à côté. Comme disait Virginie, ça se trouve, vous faites d'autres choses et vous réalisez même pas que ça a une importance. Donc, reconnaissez-vous vous-même, quoi. C'est clair. C'est ça. C'est clair. Et c'est pas parce qu'on est à la maison qu'on est disponible. Aussi, si on a un travail pour lequel on peut travailler de la maison, c'est une chance, mais c'est pas pour ça que on doit faire tout non plus. Il y a toujours un équilibre à trouver, et ça dépend vraiment de dans ce cas-ci, de chaque couple. C'est ça. Voilà. Donc vraiment. Et alors, comme on est dans le thème de l'organisation, j'aimerais rebondir sur ce commentaire qui est génial. La deadline, c'est mon credo obligé car j'ai plus de difficultés à m'activer qu'à prendre des pauses. Et justement, tu voulais peut-être nous donner quelques astuces quand on est dans l'inverse. On est bien organisé et tout ça, mais on a du mal à passer à l'action. Que faire? Donc, quand on en avait discuté, on avait parlé, on fait des formations, on fait plein de choses, on apprend plein de trucs, et puis on met pas en action ce qu'on a appris. En fait, le truc, c'est que il faut pas. Alors, c'est un peu antinomique, mais on a tendance. Moi, je sais pas vous, mais moi, j'ai eu longtemps un tiroir où il y avait une pile comme ça de documents que j'avais reçus en formation, de notes que j'avais prises, de plein de choses dans lesquelles j'allais jamais voir. Et du coup, je mettais rien en pratique. Donc, l'idée, c'est que on sort d'un bouquin, on sort d'une formation, on sort d'une conférence. Il y a quelque chose qui nous a interpellés. On s'est dit, on a envie d'essayer, mais c'est de le faire tout de suite. Et ça peut être une seule chose qu'on a appris, mais au moins une. Parce que sinon, quel est l'intérêt d'aller en formation, suivre des séminaires ou que sais-je, si on n'utilise pas ce qu'on a appris, c'est aussi de la perte de temps alors. Hein, et on pourrait faire d'autres choses qui vont plus nous servir. Donc, mais c'est de faire une chose. Et un truc, c'est que souvent, dans des formations, etc., on donne des exercices à faire. Et on a tendance à se dire, oh, mais je n'en sais pas encore assez pour faire l'exercice. Hein, moi, pour le moment, je suis en train de suivre une formation en storytelling, par exemple. Premier exercice, c'était pendant et c'est très court, 2 minutes, hein, 2 minutes de parler de quelque chose avec des gens qui vont vous interrompre, etc. On peut se dire, c'est trop compliqué, je ne vais pas le faire. Mais si on ne le fait pas, on n'apprend pas. Donc, c'est de tout de suite embrayer s'il y a une proposition ou si vous allez à un endroit où c'est prise de parole en public et qui est-ce qui maintenant veut tester, forcez-vous, allez-y tout de suite. Parce que si vous attendez d'être rentré chez vous, vous n'aurez peut-être plus l'occasion de le faire. Donc, c'est vraiment de dépasser ces peurs et de garder en tête qu'on est dans l'apprentissage et que c'est mieux d'être dans l'apprentissage en étant encadré qu'en étant seul chez soi parce qu'on n'aura pas de retour. Donc, vraiment de pas hésiter quand c'est possible à prendre la parole, à donner des exemples, à parler de son expérience pour avoir des retours sur c'est un peu compliqué puisque ça peut être n'importe quoi comme formation, mais pour avoir des retours directement sur ce qu'on a compris, ce qu'on a fait et le fait d'avoir, je connais peu d'endroits où on va être en formation ou en séminaire où on va dire mais t'as dit une bêtise, allez c'est bon, on passe la porte quoi. Non, justement, et ça va nous conforter dans le fait qu'on fait bien d'avancer. Et c'est comme on le disait tout à l'heure, grimper la montagne, c'est un pas à la fois. Donc si on attend d'avoir toutes les connaissances possible, imaginable sur un sujet pour mettre des choses en place, on ne saura plus par quel bout prendre le truc. Que si on commence tout de suite avec une petite chose, voilà, qu'est-ce que vous allez faire en sortant de ce que j'ai proposé aujourd'hui? Quelle est la chose que vous avez envie de déjà faire le tri. Tout de suite, j'ai vu quelqu'un mettait première chose, ranger mon bureau, rangement du bureau, programme du jour. Donc c'est ça. Tiens, c'est vrai, cette personne, elle a éveiller mon intérêt ou cette idée, elle est vraiment bonne, je la mets en place. Mais tout de suite, pas attendre, parce que si on attend, on va oublier, on ne saura plus comment faire et on ne le fera pas.
Donc, c'est vraiment de faire les choses immédiatement. Pas de laisser de délai entre le moment où on apprend et le moment où on met en place. Et je disais, une seule chose de tout ce qu'on a appris, c'est déjà gagné. Parce que c'est pas la peine d'aller à une formation de 2 heures et puis de revenir avec rien. On a perdu son temps. Exactement. Donc, n'hésitez pas, si par exemple vous êtes encore sur des groupes de soutien pour vos formations, vous avez besoin d'échanger sur quelque chose, ou au contraire, simplement de partager la dernière chose que vous avez faite qui était en relation avec cette formation, pour pouvoir être soutenu et puis avoir du feedback ou autre chose. Plus vous osez partager, finalement, plus vous allez avoir des retours et ça va vous donner l'élan pour continuer. Donc, c'est pour ça que, par exemple, dans mes formations, systématiquement, il y a un groupe Facebook dans lequel on échange. Voilà. Et je suis sûre que vous avez ce genre de soutien dans vos formations. Donc, s'il y en a une là qui vous appelle, remettez le nez dedans, appliquez et hop, partagez sur le groupe de soutien de votre formation. Ça sera que bénéf, yes. Ça sera que bénéf, oui, tout à fait. Alors, il y en a qui sont adeptes de la dernière minute. Est-ce qu'il y a quelque chose pour anticiper? Là, on donne tout. Quand on donne tout à la dernière minute, est-ce que c'est un problème la dernière minute au final? Si ça reste confortable. Moi, je suis parfois un peu comme ça aussi pour certaines choses. J'ai besoin que ça mûrisse et parfois, c'est à la dernière minute que c'est mûr et on fait. Je sais pas si c'est un problème. Maintenant, si ça devient inconfortable pour la personne, oui. Alors, il faut mettre en place le planning, les deadlines et j'aime pas d'utiliser ce mot-là, mais là, je trouve pas. On parle, il faut un peu de volonté, mais c'est pas ça que je veux dire. C'est une certaine discipline quelque part quand même dans ce qu'on a à mettre en place, parce que personne ne la donnera pour nous. Donc, je pense que le fait de mettre en place un planning où on a des plages horaires avec des deadlines, on peut quand même pas tout faire à la dernière minute, parce que ça devient juste. C'est ça. Mais c'est vrai que certaines personnes fonctionnent mieux comme ça et vont bosser pendant une journée à fond. Et si ça fonctionne, j'ai envie de dire, est-ce que c'est grave? Oui. Tant que c'est exactement pour la personne. Mais oui, on ne fonctionne pas tous de la même manière. Hein. La personne qui disait, moi j'ai plus de mal à me mettre en route qu'à faire des pauses, il y en a d'autres, c'est le contraire. Voilà. Ça, c'est vraiment. Le credo, c'est qu'il faut que vous soyez confortable dans ce que vous faites. Ah voilà, donc c'est un peu stressant, mais c'est dynamisant de travailler comme ça. Par contre, s'il y a un imprévu, c'est la cata. Donc voilà peut-être du coup pourquoi tu veux peut-être voir si tu peux t'organiser en avance pour pas être prise au dépourvu et stressée s'il y a des choses qui arrivent. Voilà, de manière imprévue. C'est le problème des imprévus. La plage. Hein. Ouais, c'est toujours de se dire pour faire telle tâche, je prévois 1 heure de temps et en 1 heure, je peux la faire. C'est toujours de prévoir le double. Toujours. Et s'il reste du temps, tant mieux. Mais au moins, on est moins coincé. C'est confortable. C'est beaucoup plus confortable et c'est pas pour ça qu'on va travailler moins bien. Et puis, si au bout d'1 heure ou d'1 heure et demie, on a terminé, c'est pas grave, hein, c'est le moment de faire sa petite pause et puis de refaire une petite tâche ou de faire une petite séance d'élagage en se disant, allez, il me reste 20 minutes, pendant 20 minutes, je fais toutes les petites tâches que j'ai pas encore su faire aujourd'hui. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais il vaut toujours mieux prévoir plus de temps que de prévoir trop juste. Et ça peut peut-être aider pour quelqu'un qui fait en dernière minute de se dire, oui, allez, je sais que j'ai, avec une journée pour ce truc-là, j'aurai assez. Et non, on commence la veille alors. Ouais. Bien, merci beaucoup Virginie, merci pour tout ça. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot de la fin ou un petit mot encourageant avant que je partage tes coordonnées? Si vous avez besoin d'aide justement pour vous organiser, je te laisse faire le petit mot de la fin. Petit mot de la fin. Moi, de toute façon, je vous invite à faire du mieux que vous pouvez, à appliquer mes conseils parce que franchement, moi, ça m'a changé la vie. Il n'arrive presque plus que je sois au bout d'une journée. On a toujours un petit coup de mou, mais ça peut arriver avoir un coup de mou une journée. Mais je suis plus frustrée à la fin de la journée. Et si un jour,
j'ai pas dormi, je suis pas en forme et j'en fais moins, ben, c'est pas grave parce que je sais que le lendemain, les choses vont reprendre normalement parce que j'ai cette organisation-là qui me laisse de la place justement à ces imprévus et à ces périodes où on est un peu plus dans le coin. Ça peut nous arriver à tous, avoir des journées sans. Et j'ai laissé la place pour ça. Donc, ça, je vous invite vraiment à appliquer ces conseils, à faire votre planning, à vous octroyer des pauses. C'est vraiment important pour vous ressourcer. Et si c'est compliqué de faire une pause pendant la journée pour certains d'entre vous parce que c'est pas votre fonctionnement, ben, ça peut être de dire d'office une demi-heure, une demi-journée par semaine, ben, je fais quelque chose qui me fait du bien. Voilà. Un matin, une balade dans les bois, n'importe quoi. Mais vraiment de trouver du temps dans votre semaine pour vous ressourcer et pour avoir l'esprit clair. Carrément, voilà. Carrément. Merci beaucoup Virginie pour ce bel échange et tous ces conseils. N'hésitez pas à la retrouver sur ses réseaux sociaux ou à la contacter si vous avez d'autres sources de culpabilité, de lourdeur dont vous voulez parler directement avec elle. Et je vous remercie à toutes pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un café entrepreneuse chaque mardi à 10h. Au revoir, ciao, ciao. Au revoir, merci tout le monde.